Face à l'éclatante faillite du système économique et social de la bourgeoisie, l'attitude de la social-démocratie et des syndicats, et le poids de la crise elle-même, loin de constituer des facteurs de radicalisation, risquent au contraire de provoquer la passivité et finalement la résignation d'une partie importante de la classe ouvrière. Le récent exemple de l'Italie montre quelle chance une telle situation offre au grand capitalisme de consolider sa domination politique par le recours aux bandes armées de type fasciste. Devant le comité central. À la fin de l'année, c'est Chaim Brandlov, récemment revenu de Moscou où il a été, après sa libération, membre du Présidium de l'Internationale pendant presque une année, qu'il revient de présenter le rapport politique. Tout en reconnaissant les progrès accomplis par le KPD au cours de l'année écoulée, il insiste sur la nécessité de bannir radicalement la prétendue intransigeance, qui se révèle en réalité incapable de s'inspirer directement des travailleurs, dans ce parti qui ne sait pas, selon lui, s'adapter encore suffisamment à la mentalité des classes ouvrières non communistes, qu'opposition. Les progrès du KPD sont pourtant considérables, en cette fin de 1922, si on compare à ce qu'il était, non seulement en 1918 ou 1919, mais aussi dans les mois qui avaient suivi l'action de mars 1921. À l'été suivant, ses effectifs étaient tombés très bas, plus bas peut-être que le chiffre révélé seulement un an plus tard, des cotisations perçues de 157 168, voire en comparaison des 893 000 indépendants et des 78 715 communistes recensés à la veille du congrès d'Ohal. Même si l'on admet que le chiffre généralement avancé de 450 000 membres à la naissance du VKPD était démesurément optimiste, il faut tout de même accepter l'idée que l'action de mars avait provoqué une réduction brutale des effectifs militants. Elle apparaît à l'évidence à travers les tableaux dressés par Hermann Webe, le district de Almersburg-Pass, entre deux statistiques sérieuses. Du début de 1921 au milieu de 1922, de 66 000 à 23 000, la Basse-Rhénanie, autour de Düsseldorf de 50 000 à 16 000, la Thuringe de 23 000 à 10 000, le Nord-Ouest autour de Brême de 17 000 à 4 000. À la fin de 1922, la situation est en cours de redressement. Fondant ces chiffres sur les cotisations effectivement versées, Butcher donne pour septembre le chiffre de 218 195 adhérents, dont 26 710 femmes, et Pieck pour le mois d'octobre, celui de 255 863. Hermann Webe, dans son étude statistique, retient pour le troisième trimestre de 1922 le chiffre de 224 689. En fait, les cotisations perçues sont inférieures aux chiffres donnés par les organisations locales, en l'occurrence pour octobre, 328 017. Mais c'est cette méthode qui conduisait en 1921 le parti à proclamer 359 613 membres, chiffre manifestement exagéré. On peut en conclure qu'après avoir perdu au lendemain de mars les 2/3 de son effectif, le Parti communiste a gagné, ou regagné, environ 100 000 membres entre 1921 et 1922. Son implantation demeure très inégale suivant les régions. Par exemple, en Bavière, il ne dépasse guère les 6 000 militants, même s'il en annonce 8 000, et n'a pas surmonté les coups reçus en 1919. Il compte en revanche autour de 50 000 membres en Rhénanie-Westphalie, presque 30 000 dans le district de Berley-Brodebourg, presque 20 000 dans l'Erzgebirge-Vogtland, 23 000 dans le district de Halle et le Haine-Moscountef, ce qui constitue de fortes proportions par rapport à la population totale, mais plus encore par rapport à la population ouvrière. Un militant communiste pour 46 habitants à Halle, un pour 55 dans l'Erzgebirge-Vogtland, un pour 138 dans le Haine-Moscountef, un pour 144 à Berley-Brodebourg et par rapport à la population ouvrière, femmes et enfants compris, un pour 30 à Halle, pour 45 dans l'Erzgebirge, pour 50 dans le Haine-Moscountef, pour 60 à Berley-Brodebourg. L'inégalité de cette implantation résulte moins des fluctuations politiques récentes que de l'histoire générale du parti. L'Erzgebirge-Vogtland, avec Chemnitz, constitue un bastion parce qu'une Brandlov et Ecker, solidement implantés dans la classe ouvrière, ont pu, en 1919, gagner la presque totalité des ouvriers indépendants. Et ce sont de même les gros bataillons d'indépendants de gauche gagnés en 19, qui constituent les organisations communistes de masse d'Allemagne centrale ou du Haine-Moscountef. En ce qui concerne la composition sociale, la composition par sexe et par âge, seules des approximations sont possibles du fait de l'absence de statistiques pour cette période. Mais les éléments d'information concordent. Le Parti communiste allemand est avant tout, par sa composition, un parti ouvrier et même un parti de la jeunesse ouvrière. Les évaluations des auteurs les plus divers ne descendent jamais au-dessous de 90% d'ouvriers dans ses rangs. Spartaku et l'ancien KPD, n'avaient pas, sauf exception locale, mordu en profondeur sur le prolétariat industriel, mais les indépendants de gauche ont conduit dans le parti unifié des dizaines de milliers d'ouvriers d'usines. Les observateurs contemporains se disent frappés du caractère ouvrier des réunions de délégués et responsables. Parmi eux, il y a beaucoup d'ouvriers qualifiés, notamment de la métallurgie. Et le KPD de 1922 ne saurait à cet égard être confondu avec le parti d'ouvriers non qualifiés et de manœuvre qu'il deviendra 10 ans plus tard. Les femmes sont nettement moins nombreuses et leur nombre varie entre le 6e et le 12e du total.
De toute façon, les militants communistes sont jeunes, l'écrasante majorité est constituée d'hommes de la génération de la fin de la guerre et de l'après-guerre, en d'autres termes, de la révolution russe et de la révolution de novembre, encadrés par des hommes de la génération précédente. Radek écrit à ce sujet. L'écrasante majorité des masses prolétariennes qui appartiennent au Parti communiste d'Allemagne sont des prolétaires qui, secoués par la guerre, ont été éveillés à la vie politique par la Révolution. L'USPD n'est pas devenu un parti de millions de membres au détriment du SPD, mais par un afflux d'éléments prolétariens neufs. Et les centaines de milliers de spartakistes ne correspondaient qu'à une infime partie des vieilles troupes de choc radical du parti, c'étaient, dans leur majorité, des éléments que le tonnerre de la Révolution avait précipités dans la vie politique. À l'échelon des cadres et de la direction, ces remarques doivent être quelque peu corrigées. Ce sont en effet les plus expérimentés des militants, donc les plus anciens, qui exercent des responsabilités. Les responsables des Oberbezirk ont entre 30 et 40 ans. Au niveau des responsables dans les districts, peu d'hommes ont dépassé la quarantaine. Olsney Polité en Silésie, qui a 43 ans. Epstein, dirigeant gauchiste et Polité en Rhénanie moyenne, qui en a 45. Et Jacob Schloé, orglété de NLO Bebezekfer Sud, 44. La grande majorité des autres sont des ouvriers qui ont entre 30 et 40 ans, comme dans l'Erzgebirgsvogtland où le maçon Institut dirige le district qu'il a pris en mai 19 à 33 ans, avec à la tête des Nanterbezekf, le forgeron Ressman, qui en a 36, et le menuisier Grub, qui en a 30. Ces trois hommes ont commencé leur vie militante dans les syndicats ou le Parti social-démocrate à 17 ou 18 ans, et côté derrière aux autres 6 et 10 années de militantisme lors de la déclaration de guerre. En 1922, de jeunes hommes apparaissent dans les directions des districts. Antitel, militant d'avant-guerre, paletté du Wurtemberg à 28 ans en Webf dans le Pfalz 27. Et Willifer Sach, secrétaire du district de Almerseburg, ancien compagnon de Respiet Chekobi, à 26 ans comme une Volkfrau Sachs et Volubé, également un ancien muté de la marine 24. Les tout jeunes gens sont plus rares, mais pas absents au Zen. À 22 ans, secrétaire du district de Lausitz, Fuguet, à 25 ans, dirigeant du parti à Düsseldorf, Herbert Mullet, à 22 ans, porte-parole des communistes de Ludwigshafen. La centrale élue en janvier 1923 est complétée en mai 24 membres. Sur le nombre, il y a 14 ouvriers manuels, métallos, maçons, typographes, 3 employés ou dessinateurs, et seulement 7 journalistes ou fonctionnaires du parti depuis plus de siècles en proportion infiniment plus élevée d'ailleurs que dans les cadres des districts ou des localités. Encore ces ouvriers représentent-ils des générations différentes? Clara Zetke, avec ses 66 ans, est la doyenne, le lien avec le Parti social-démocrate de l'époque héroïque. En dehors d'elle, seul Piek 47 ans, Ramle 43, Inbrandlefer 42 et Ingetschkfer 41 ont dépassé la quarantaine. Les trois derniers ne sont permanents que depuis 3 ans ou plus. 4 membres de la centrale ont moins de 30 ans, Inkolfer Beke et Woltef Ulbricht 29, Ruth Fichet et Opfefe 28. Tous les autres ont entre 30 et 40. En 1922, un renouvellement se dessine et une poussée de cadres très jeunes et sensibles, notamment dans les tâches clandestines et dans la presse. Certains postes pourtant sont confiés à de tout jeunes gens. Otto Braun, né en 1900, est chargé en 1923 de la formation dans le cadre de l'appareil militaire dont Kippa Berger, à 25 ans, est le des dirigeants. De même, le jeune Esneman, adhérent au parti à 18 ans, est entré l'année suivante à la rédaction de Dorothée Faneux. À 21 ans, il est secrétaire du district du Mecklembourg et collabore régulièrement à Precourt. Il joue déjà un rôle important dans l'appareil clandestin, facilité, sans aucun doute, par sa connaissance du russe, appris au cours de ses jours en prison. Skolem, qui était rédacteur en chef du Volksblatt à 26 ans, est en 1922, à 27 ans orglété de Berley-Brodebourg. Erich Ozen, moteur électricien, militant du KPD à 18 ans, entre à 21 au comité central et devient à 22 ans secrétaire du district de Lausitz. On note particulièrement la jeunesse des militants pourvus de responsabilités dans la presse. Aucun des rédacteurs en chef de journaux du parti en 1923 n'a plus de 40 ans. Erich Nsus-Kainf, rédacteur en chef de Dorothée Faneux depuis 2 ans, à 28 ans, Adolf Odd, du Roté Écho d'Erfurt, à 24 ans, Marthe Hoffmann, de l'Écho des Osten et Bernard Menn, de la Bergische Volksteam en ont 22. La direction réelle du KPD, la centrale, est formée d'hommes et de femmes plus âgés, certes, mais d'une jeunesse comparable seulement à celle des montagnards de 1793 ou des membres du comité central bolchevique de 1917. En elle se révèle pourtant une remarquable continuité par rapport à l'histoire du mouvement ouvrier allemand et de Soel révolutionnaire. Ces membres ont presque tous à leur actif un nombre élevé d'années de militatisme, sinon dans le Parti social-démocrate lui-même, du moins dans ses jeunesses ils sont presque tous entrés dans la vie de militants entre 16 et 20 ans. C'est le cas par exemple de 22 sur 24 de ses membres, les 2 derniers Ruth Fichet et Guralski Klein, ayant fait eux aussi très jeunes leur première arme dans le mouvement socialiste, l'un en Autriche, l'autre en Pologne. Parmi ces vétérans de la social-démocratie d'avant-guerre, qu'ils ont été spartakistes à partir de la guerre,
tandis que SEC militait à cette date dans les groupes révolutionnaires de Brême et de Haubourg, eux seuls dans le mouvement des jeunesses uniquement, 9 viennent de l'aile gauche du parti indépendant. C'est en dehors de la centrale, dès le comité central ou au sein des comités et secrétariats de district, qu'on note le cas exceptionnel d'intellectuels appartenant presque tous à la gauche, arrivés au communisme avec la gauche des indépendants, et qui sont venus plus tard à la vie militante. En Maslow avait 26 ans, Urban 28, et Nancy Rosenberg 29, et Inkolf Korsch 33 quand ils ont adhéré à l'USPD. À la fin de la guerre, ils représentent un secteur important du mouvement révolutionnaire allemand, les jeunes intellectuels, bourgeois d'origine, révoltés par la guerre, qui ont rallié le camp des ouvriers organisés, mais ils ne sont pas le cœur du parti. Structure et organisation. Comme le parti bolchevique, le KPD demande à ses militants beaucoup de sacrifices et au premier chef une cotisation importante. Cette dernière, qui était en 1919 de 15 pfennig minimum pour les femmes et les jeunes, et de 30 pour tous les autres, a augmenté avec l'inflation, atteignant le chiffre minimum de 4 marks from mars, puis de 15 marks from septembre 1922. L'ouvrier communiste verse ici à son parti au moins l'équivalent d'une heure de travail hebdomadaire, soit environ 3 fois plus que le militant social-démocrate ou indépendant. Cette cotisation est progressive, augmentant rapidement avec le salaire du militant. Il faut y ajouter des cotisations additionnelles fixées par les organisations des échelons intermédiaires et des contributions exceptionnelles, en principe volontaires, décidées dans le cours des campagnes politiques. On peut penser que ces exigences financières ont constitué un facteur de la consolidation du parti, dont elles écartaient dilettants et oiseaux de passage, mais aussi que le recrutement ouvrier a pu s'en trouver freiné à cette époque de crise et de détérioration du niveau de vie ouvrier. Ruth Fichet signale que le total des cotisations enregistrées a toujours été inférieur au cours de ces années au nombre réel de militants, à cause de la fréquence des retards dans les paiements. Dans le domaine de l'organisation et du fonctionnement interne également, le parti allemand se flatte d'avoir été l'un des premiers partis à s'engager dans une voie à la fois ancienne et nouvelle, renouant avec la tradition des débuts du mouvement socialiste, mais rompant avec la pratique social-démocrate qui, depuis 19 au siècle, faisait coïncider les unités de base du parti avec les circonscriptions électorales. Le Congrès d'unification s'était efforcé de définir un mode d'organisation moins lâche que ne l'était celui du KPD spartakiste et celui de l'USPD. La base n'en était plus la circonscription, mais le ressort économique. La cellule de base était donc le groupe local Ortsgruppe, qui coïncidait en principe avec les fractions d'entreprise Betriebsfraktionen. Mais une importante réorganisation est intervenue en mai 1921, au terme d'une discussion sur les faiblesses révélées par l'action de mars. Chaque fois qu'il s'agit d'une localité importante, le groupe local est fractionné en districts de quartier, les districts en sous-districts, ces derniers étant eux-mêmes divisés en dizaines, Zehnergruppen, comprenant entre 10 et 20 militants. Une attention particulière est accordée au travail du parti dans les entreprises, ou un homme de confiance, Vertroosman, ou au comité de fabrique, Fabrikausschuss, élu par les intéressés dirige le travail de la fraction d'entreprise. Chaque militant appartient donc à 2 organismes de base, dizaines et fractions. Les responsables des échelons supérieurs sont désignés par des élections qui se déroulent sur cette double base. Les hommes de confiance du parti dans les entreprises élisent en effet les dirigeants des districts de quartier, ainsi que la moitié des membres des exécutifs des groupes locaux. L'autre moitié est élue directement au cours d'une assemblée générale des militants locaux rassemblant tous les membres des diverses dizaines. L'exécutif du groupe local est si désigné et évite à toutes ces délibérations, avec voix consultative, les responsables des différentes fractions d'entreprise ou fractions au sein des organisations de masse, jeunesse communiste, femmes communistes, coopératives, etc. Malgré cette double représentation des militants agissant dans le cadre des fractions, les dirigeants estiment en 1922 que l'effort d'organisation dans les entreprises est encore insuffisant, et ils mettent en place diverses mesures destinées à faire reposer toute l'organisation du parti sur des cellules d'entreprise, Betriebszellen. Au début de 1923, la centrale crée un département spécial chargé de leur organisation systématique sous la direction de Walter Ulbricht. Les groupes locaux sont eux-mêmes regroupés en districts in Bezirke, 27 en 1922, par l'intermédiaire de sous-districts in Unterbezirke. On s'efforcera de surmonter ce relatif éparpillement en regroupant plusieurs districts en de véritables régions in Oberbezirke. À tous ces échelons, les cadres, qu'ils soient délégués pour une circonstance particulière vertretée ou responsables pour une période donnée fonctionnaires, sont élus et révocables à tout moment par les organismes qui les ont désignés, comité, assemblée générale, conférence ou congrès. Conformément au principe bolchevique du centralisme démocratique, l'organisme suprême du parti est son congrès réuni au moins une fois par an, en vue duquel les délégués sont élus sur la base de discussions préparatoires, où s'affrontent éventuellement des tendances présentant à la fois leur propre programme et leurs candidats, et disposent des droits les plus étendus pour exprimer leurs divergences,
y compris dans des assemblées de groupes locaux où elle ne compterait aucun partisan. Dans l'intervalle entre les congrès, l'autorité appartient aux Antralochus. Le comité central, lui-même composé de deux sortes d'élus. Certains d'entre eux sont en effet élus directement par le congrès, doivent résider au siège de la direction et constituent la centrale centrale. Les autres sont également élus par le congrès, mais sur proposition des districts, qu'ils représentent de la sorte en même temps qu'ils représentent tout le parti. Le comité central conserve ainsi quelques traits de l'organisation de type fédéral qui caractérisait Spartacus. Fonctionnaires et délégués, quelle que soit leur fonction, dépendent étroitement de la base qui les a élus et peut les révoquer, et les permanents ne sont jamais en majorité dans les organismes exécutifs extérieurs au comité central. La pratique des assemblées de fonctionnaires, Funktionärssitzung ou Versammlung ou de membres, Mitglieder, qui débattent des grands problèmes politiques, très vivaces, est caractéristique et du parti et de la permanence de la tradition spartakiste. Mais en 19, la centrale a pris conscience d'autres nécessités, elle cherche à perfectionner son efficacité en se donnant une organisation plus rationnelle et surtout un véritable appareil professionnel. Elle-même se subdivise en deux organismes de travail, calqués sur le modèle récemment adopté en Russie, un bureau politique, Polbureau, et un bureau d'organisation Orgbureau, ayant chacun dans ses rangs un membre de l'autre assurant en permanence coordination d'exécution et de décision. En 1922, Ernst Meyer dirige l'un et Wilhelm Verpiek l'autre. Ils les réunissent 3 fois par semaine. La centrale crée à son service un appareil technique sous forme de départements abteilungen spécialisés, dans lesquels elle appelle les meilleurs militants, département pour le travail politique chez les femmes, avec Martha Arodsi, pour le travail politique auprès des enfants et adolescents, que dirige Edward Horn, pour la politique communale, avec Luan Katz, pour les coopératives, avec Inkolf Bittel, pour le travail dans les campagnes, avec Erich Roh. Des services qui n'ont pas le titre de département jouent un rôle analogue, celui de la formation, que dirige le vétéran Hermann Döcke, et qui sera l'ancêtre de la célèbre Agitprop, le service de presse que dirige Alexander, dit Édouard Ludwig, et le bureau juridique constitué autour du docteur Félix Hall. Le département syndical, Injurkschaftsabteilung est de loin le plus important, il comporte autant de bureaux que de branches syndicales, chacun animé par le militant le plus expérimenté de la branche donnée. Les hommes qui ont fait leurs preuves comme dirigeants de masse deviennent professionnels après Richard Mullet, Malzahn et Neumann, ce sont Jakob Woltschef et August Froderl qui animent le département. Melcher, venu de Stuttgart, prend la tête du bureau des métaux, Bachmann de Chemnitz celui du bâtiment. Chaque bureau, pour le code du département, et sous les ordres de la centrale, contrôle directement les fractions communistes dans les syndicats correspondants. Et si c'est constitué un appareil de permanents professionnels. Le KPD compte en 19 VTE 223 permanents dont 96 politiques et 127 techniques, et en 19-22 230 53 politiques et 177 techniques, les hommes qui le composent n'ont pas la même origine. Les eux sont de vieux militants expérimentés, chargés de responsabilités politiques de confiance. Les autres, beaucoup plus jeunes, brillants sujets aux gros travailleurs, sont essentiellement employés à des tâches techniques ayant souvent d'ailleurs une portée politique. Mais leurs noms ne sont pas aussi connus que ceux des premiers. À côté des Anderl, Horn, Melcher, Bachmann, vétérans des luttes politiques et syndicales depuis au moins une décennie, il faut désormais tenir compte du rôle que jouent dans les coulisses de l'appareil des hommes ou des femmes peu connus, permanents techniques à plein temps comme le Hoflieg, l'ancien dirigeant des jeunesses et Kat Paul, secrétaire du pôle bureau, comme Fritz Hellmann, également un ancien des jeunesses, secrétaire de la centrale, ou encore Esnemann, qui partage son activité entre la presse et l'appareil clandestin. Tel est aussi, à partir de 19 VTE, le cas de la militante bolchevique russe Elena Stasova, venue au mois de mai sous la fausse identité de Lydia Lipnitskaya, qui acquiert la nationalité allemande grâce à un mariage blanc et devient via une Weilenf, membre de l'Org-Bureau sous le nom de Hertha. C'est à cette époque que disparaît la tradition des orateurs itinérants de l'époque spartakiste, les Voderedne, lesquels sont désormais incorporés à un corps nouveau de commissaires, que la centrale affecte au district selon les besoins et qui y jouent le rôle de représentants en mission. Une tradition en train de se créer. Face au parti-société que constitue l'ancienne social-démocratie, avec ses rites, ses fêtes, son calendrier, son rythme de vie au caractère presque religieux. Le jeune parti communiste ne pouvait se permettre d'apparaître comme un parti sans tradition, sans l'appareil nécessaire pour créer autour de lui l'ambiance, le prestige, les habitudes de pensée et la façon de sortir. Déjà au lendemain de l'unification et sous l'impulsion de Paul Lévy, de gros efforts ont été déployés en ce sens. Le KPD a ses cérémonies. Chaque année, il organise de grandioses manifestations pour l'anniversaire de l'assassinat de Inkolf Liebknecht et Rosa Luxemburg. Inkolf et Rosa, comme on dit désormais. Les manifestants, portant d'immenses portraits de leurs martyrs, le célèbre décès de Kat Kollwitz représentant Liebknecht sur son lit de mort,
La tête enveloppée de bandages ensanglantés, Scott de hoche ou de niédé, 3 fois répété les mots d'ordre lancés par les responsables de groupes et chante en chœur le solennel chant des martyrs. Le 1er mai est l'objet d'une préparation et d'une mise en scène spéciale, mais il y a également les grandes journées internationales, celle de la femme en mars, de la jeunesse en septembre, et aussi des semaines. La tradition communiste reproduit et poursuit à bien des égards celle de la social-démocratie, et si l'usage du terme de jeunesse, camarade entre militants, qui est commun aux deux organisations. Le chant révolutionnaire, qu'il soit hymne funèbre, chanson de marche ou de combat, joue dans cette tradition au rôle capital, de même que le chœur parlé ou le théâtre. La tradition du chant populaire de caractère politique, et non authentique chant révolutionnaire de masse, caractéristique du mouvement ouvrier allemand, se poursuit dans l'Allemagne du XXe siècle, et le Parti communiste en est l'un des bénéficiaires. Manifestations et meetings commencent et se terminent par des chants où les voix des assistants sont guidées et soutenues par des chorales de qualité, formés de militants et en sympathisants, véritable détachement d'agitation et de propagande. La jeunesse communiste, KJD. Communistische jugeant Deutschland tient à cet égard une place particulièrement importante. À la fin de 1922, elle groupe 30 000 adhérents entre 14 et 25 ans organisés en groupes locaux, et à partir de novembre, le plus souvent possible en groupes d'entreprises élisant leur direction, les comités de district, de sous-district et le comité central. Organisation communiste, membre de l'Internationale de la jeunesse communiste, elle se veut organisation de jeunes et organisation de masse, s'occupe des loisirs des jeunes travailleurs, sport, chant, théâtre, randonnée, anime chorales et chœurs parlés, multiplie les rassemblements et les marches spectaculaires, s'efforçant de grouper les jeunes ouvriers ou chômeurs disponibles et d'en faire des combattants et des cadres pour le parti. Un congrès de la jeunesse communiste est en soi un véritable spectacle, comme le montre la description par Manfred Fuhlmann de la cérémonie d'ouverture du 6e congrès de la KJD le 31 mars 1923 à Chemnitz. La cérémonie d'inauguration du congrès dans le palais de marbre de Chemnitz allait bien montrer de quel feu brûlaient les jeunes ouvriers et ouvrières venus de toutes les régions d'Allemagne. Salués par le prolétariat de la cité industrielle, les délégations s'avançaient au son de leurs chants de combat, arborant leurs drapeaux rouges, dans l'immense salle magnifiquement décorée. Après la marche triomphale d'Aïda, l'ouverture de Robespierre, la récitation du Sturmvogel de Gorki et du serment du soldat de l'armée rouge par le chœur parlé de la jeunesse communiste de Chemnitz, tous les présents debout chantèrent l'Internationale. Les congressistes saluèrent par le chant de la marche des gardes rouges le représentant de l'Internationale communiste des jeunes. Pour le parti, les jeunesses communistes sont à la fois une école élémentaire et une école supérieure. Elles accueillent des adolescents, parfois même des enfants. Et de tout jeunes hommes, il faut leur apprentissage de dirigeants. Travailleurs ou lycéens y adhèrent à 16 ou même 15 ans, comme Albert Norden. Des jeunes gens qui n'ont pas encore atteint 20 ans y exercent les responsabilités à l'échelon local ou régional. Le maçon Fritz Gross est à 17 ans secrétaire du district d'Erzgebirge-Vogtland. Le métallo Abish à 18 ans quand il est responsable des JC de la ville de Francfort. Et l'étudiant Franz Rothé, Dick Rose 17 quand il devient secrétaire du district de Bade. Un tel système permet la découverte précoce des talents, l'ascension rapide dans la hiérarchie de jeunes ouvriers doués et un premier apprentissage des responsabilités et des tâches de direction que ne permettrait pas directement l'organisation adulte. Le jeune outilleur entend une Saifkaufrader aux jeunesses à 17 ans, entre à 19 dans la direction nationale et au comité central à 21 ans. En 1922, on assiste à un renouvellement total des dirigeants nationaux, la génération formée pendant la guerre, et c'est l'admet par Wilhelm Münzerberg, des hommes qui ont maintenant entre 20 et 30 ans passent dans les rangs du parti, et y prend directement des responsabilités importantes. C'est le cas pour Hellmann, pour Otto Auger, pour Lo Flieg. Une nouvelle génération accède au poste de direction sur le plan national, Fritz Gablé, président des JC. Jusqu'en mai 1923 à 26 ans, son successeur est Sputz Wetzek, Konrad Bloch, le secrétaire. À 23 ans, Hermann Jacob, rédacteur à Die Gegard, qui est l'homme de la gauche, à 21 ans en 1922. Très inférieur en nombre au parti lui-même, les jeunesses n'en jouent pas moins un rôle important, car elles lui servent de pépinière pour ses cadres. Rayonnement et influence. L'influence et le rayonnement du parti ne sont pas facilement mesurables. Le nombre de voix recueillies aux élections permet seulement d'indiquer un rapport entre le nombre de militants et celui des votants, qui dépasse dans certaines régions celui de navet, ou même 40. Mais il faudrait posséder également les chiffres de votants et le pourcentage des voix communistes dans les élections au conseil d'usine, dans les compétitions syndicales, pour établir un rapport serrant de près la réalité. La presse est un des principaux véhicules de l'influence du parti et son tirage fournit des indications précieuses. Mais elle souffre, pendant cette période, du fait de la crise et de la hausse des prix, de difficultés énormes, et si en 1922, Dorothée Faneux a augmenté de façon importante le nombre de ses abonnés et doublé son tirage, mais en même temps creusé un déficit qu'il ignorait à ses débuts.
Le parti dispose au total de 38 quotidiens, dont 17 ne sont en réalité que des éditions régionales, qui totalisent 338 626 abonnés. Tous sont alimentés par le service de presse de la centrale, reproduisent les mêmes éditoriaux, utilisent les mêmes dépêches. La revue théorique du parti dit international n'a que 3000 abonnés, l'organe destiné aux fractions syndicales, Die Kommunistischen Gewerkschaften, tire à 38 000. L'hebdomadaire féminin dit Kommuniste à 29 000, le journal pour les paysans d'Erbpflug à 5 000, il sera suspendu en 1922, et le bulletin des affaires municipales, commune à 4500. Les magazines pour enfants d'Aproltarischen Kainf et pour adolescents der Jeunesse, qui tirent à 30 000, n'ont pas le même objectif que Die Garde, journal de Koba, organe de la KJD. Un autre instrument de l'influence du parti est constitué par ses élus. Au Reichstag, il n'a plus que 14 députés, 12 l'ayant quitté en même temps que les vieilles ayant, comme lui, refusé de restituer leur mandat, mais la majorité ont été élus sous l'étiquette du parti indépendant, avant la naissance du parti unifié qu'il représente en principe. Il compte 76 députés dans les différents Landtags, 12 014 conseillers municipaux, dans 420 villes, détient la majorité absolue dans 80 conseils municipaux. La majorité relative dans 170 autres. Tous les élus, étroitement contrôlés, soumis, dans la pure tradition social-démocrate, à une stricte discipline de fraction, sont à la fois des propagandistes et des agitateurs par leurs interventions dans les assemblées élues, et défatigables démarcheurs s'efforçant de gagner à leur parti l'adhésion des couches ouvrières dont ils se font les porte-parole. Quant au poids du KPD dans les syndicats, il ne cesse de grandir. Il continue de jouer un rôle dans des syndicats non membres de la DGB, comme l'Union des travailleurs manuels et intellectuels, née en septembre 1921 de la fusion entre l'Union ouvrière libre, Gelsenkirchen née des grèves de la Ruhr de 1919, et la petite Union des travailleurs manuels et intellectuels. Elle compte à cette époque quelques 80 000 membres, essentiellement dans la Ruhr et en Haute-Silésie, et cherche avant tout l'action commune avec la DGB. Malgré la forte empreinte syndicaliste qu'elle a subie, l'Union est dirigée par des communistes et suit dans l'ensemble la ligne du parti. Elle a adhéré en 1922 à l'Internationale syndicale rouge. L'Union des charpentiers de marine a inscrit dans ses statuts ses liens organiques avec le KPD et l'Internationale. Le syndicat des gens de mer, coquille à partir de ports et des docks, est également un syndicat rouge adhérent à l'ISR, dont le dirigeant est le communiste Woltefe. Il faut ajouter à ces organisations les importants secteurs ouvriers exclus de la centrale libre, avec leurs dirigeants, comme les 6 000 ouvriers du bâtiment qui, en Saxe, sont restés derrière Bachmann, Brandlöf et Ecker. Beaucoup plus significatifs sont les progrès accomplis par les communistes au sein des syndicats réformistes. Malgré un système de désignation des délégués qui constitue une prime à la majorité, toutes les corporations ont vu s'organiser et agir d'importantes minorités révolutionnaires animées par les communistes et qui se traduisent par la présence de délégués à tous les congrès. Au congrès national de la DGB, en 1922, sur un total de 694 délégués. Il y a 90 communistes, dont 48 métallos. Malgré la vague d'exclusion qui a suivi la campagne pour la lettre ouverte de janvier 1921, puis l'action de mars, les communistes sont présents et en force dans tous les grands syndicats. C'est ainsi qu'ils ont 46 militants sur les 216 délégués du Congrès des cheminots, 33 sur 305 à celui des transports, 41 sur 305 à celui des communaux. Les communistes ont la majorité absolue dans 60 commissions locales des syndicats, dont plusieurs dans d'importants centres ouvriers, Remscheid, Solingen, Hanau entre autres. 400 d'entre eux ont des responsabilités syndicales au moins au niveau de leur entreprise et leur contrôle s'étend à 997 organisations syndicales, parmi lesquelles des organisations des syndicats des métaux de Stuttgart, de Hanau, de Friedrichshafen. Nettement minoritaires encore, sont déjà candidats à une direction politique des syndicats, qu'ils disputent aux dirigeants réformistes. Leur action militante ne se borne pas au seul milieu des travailleurs manuels. Parmi les enseignants, ils militent, selon les conditions locales, soit dans le syndicat officiel, soit dans les sections d'une union indépendante, recrutent instituteurs, professeurs de lycée ou même d'université. Les plus connus sont le philosophe Korsch et l'historien de l'Antiquité Nantes Rosenberg, et exercent une réelle influence parmi les assistants, d'où proviennent certains permanents, comme l'ancien combattant Richard Sorge. Après bien des efforts, ils ont enfin réussi à développer un travail politique au sein du milieu étudiant et y construisent des noyaux, les Costufra fractions d'étudiants communistes, qui eux aussi fournissent des cadres aux jeunesses et aux partis. Celui-ci fait un gros effort pour élever le niveau politique de ses militants. Les organismes à tous les échelons se réunissent au moins une fois par semaine, les assemblées générales sont fréquentes. À partir de 1921, un travail a été systématiquement développé pour la formation théorique et pratique des militants, l'éducation des cadres. En 1922 se sont tenues 2 écoles centrales, l'une de 3 mois, l'autre de mois, et elles ont été suivies par 74 militants, choisis sur proposition des districts. 7 de ces derniers ont créé leur propre école du militant,
et 4 instructeurs itinérants desservent les cours organisés dans les mêmes conditions par 16 districts qui n'ont pas les moyens de fournir eux-mêmes des instructeurs pour cet enseignement. En 1923, il va réussir, malgré des difficultés de toutes sortes, à assurer à Jena un stage de 2 mois auquel participent 32 stagiaires allemands, désignés par le comité central, ayant tous une expérience militante, et 14 militants étrangers. Ce tableau sommaire expose plusieurs remarques. D'abord, la presse du parti n'est guère lue en dehors de ses rangs. Le phénomène est particulièrement net en Rhénanie-Westphalie où il compte 52 000 militants et dispose de 9 quotidiens qui, tous ensemble, n'atteignent que tirage de 64 000 exemplaires. La direction a conscience de cette insuffisance. C'est pour la pallier qu'elle diffuse régulièrement des tracts centraux, dont l'écho du fait même qu'ils sont distribués est difficilement mesurable. Au total, pendant le cours de l'année 1922, il a édité 13 de ces tracts dans le cadre de ses campagnes, dont les tirages varient entre 1 400 000 et 4 millions d'exemplaires. En septembre 1922, la hausse du prix du papier oblige à réduire les tirages, qui oscilleront désormais entre 500 000 et 1 400 000. C'est en définitive très peu, si l'on songe que tout tract distribué n'est pas forcément lu. Il faut bien admettre que la propagande écrite des communistes ne touche qu'une faible partie des ouvriers allemands. Tracts et journaux sont plus des instruments d'organisation pour militants et une sympathisance reproche que des outils d'agitation et de propagande générale. D'autres remarques s'opposant au sujet de l'éducation et de la formation des militants. Le nombre de militants ayant suivi des stages dans des écoles centrales du parti est extrêmement faible, 74 pour un parti de 250 000 membres. De même, malgré l'intérêt qu'elle présente pour un communiste, la revue théorique du parti est peu lue, un seul militant sur 100 y est abonné. C'est sans doute là, certes, une confirmation de la composition ouvrière prédominante du parti, mais aussi l'indication de fait que les dirigeants mentionnent parfois le petit nombre de cadres politiquement formés, aptes à suivre les polémiques de niveau théorique élevé, au milieu d'une masse importante d'adhérents peu intéressés par les discussions théoriques et qui se contentent, dans les débats éternes, d'imiter leurs chefs de file, qui sont également leurs organisateurs et leurs dirigeants dans le combat quotidien. Même si, par le nombre, le Parti communiste allemand est le premier parti communiste du monde hors de Russie, ses militants semblent relativement isolés dans la classe ouvrière, minorité cohérente et active, certes, mais dont l'influence ne semble démultipliée parmi les travailleurs politiquement organisés que là où des communistes ont su devenir des organisateurs ou des dirigeants des luttes syndicales. Les personnalités comptent énormément, c'est dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans la pratique de la lutte des classes, que s'inscrit l'influence du parti. Beaucoup plus que dans la conception du mode et l'élévation du niveau de conscience, lequel nécessite la formation de cadres ouvriers nombreux, ainsi que l'a démontré l'exemple bolchevique. Sous cet angle, la tactique du front unique ouvrier constitue un facteur de progression et même, en soi, un changement qualitatif. Le travail qu'il mène fait des militants communistes des cadres organisateurs de la classe ouvrière, alors qu'ils n'avaient été jusque-là que d'intelligents commentateurs ou des critiques apparemment systématiques. La réunification social-démocrate, le retour des indépendants dans la vieille maison, a bien des égards négatifs pour les communistes, leur sont, de ce point de vue, favorables. Les indépendants ont l'habitude de mener des actions communes avec eux et sont loin d'y être systématiquement hostiles. Ils constituent au sein du nouveau Parti social-démocrate unifié, un pont vers la masse des travailleurs social-démocrates, un levier pour le front unique dont les premiers pas ne seront possibles qu'à travers le ralliement de cadres, organisateurs extérieurs au KPD. C'est seulement en effet l'existence dans le Parti social-démocrate d'une aile gauche conséquente qui permettra aux communistes de donner une allure concrète à leur nouveau mot d'ordre central, celui de gouvernement ouvrier.